Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour un autre épisode de l'heure dorée. Tout d'abord, petit rappel. Hier était la journée internationale des aînés et aussi la première journée de la semaine lavalloise des aînés. Donc, n'oubliez pas d'être présent pour eux comme ils l'ont été pour nous. Dans le cadre de la semaine dédiée aux 50 ans et plus, le MAUVE participe en vous diffusant 2 podcasts et une conférence virtuelle qui a pour titre « Être au sec, c'est être confiant ». Vous pouvez vous inscrire via notre site internet au www.mauv.ca. Comme juste ici, je vais vous montrer à l'écran, à l'instant. Donc, directement sur notre site internet, vous pouvez vous inscrire via Facebook ou en écrivant votre adresse courriel juste ici. Et cela va vous envoyer directement un lien par courriel pour assister à notre conférence virtuelle via Teams. Cette conférence est offerte dans le cadre de notre programme Nomade, notre service à domicile de produits d'incontinence. Sans attendre, je vous présente nos invités, Anna Paparella et Louis Fostier, un jeune couple de 50 ans et plus. En plus d'être parents d'une famille reconstituée de 7 enfants, d'être grands-parents de plusieurs petits-enfants, ils sont aussi proches aidants. On ne se le cachera pas, ça fait des semaines bien remplies, car malgré tout, ils travaillent toujours. Nous vous présenterons nos invités en 2 parties. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à votre podcast de la semaine et je vous dis bonne écoute et on se revoit le 4 octobre. Bye bye! Que ce ne soit pas l'autre personne qui aille à pallier pour la perte de capacité de l'autre, mais que ce soit un professionnel qui s'en occupe, puis que vous, tous les moments de qualité que vous pouvez continuer de vivre ensemble, vous les vivez ensemble. Oui. Est-ce que tu avais la même vision? Oh, vous êtes rendu loin, là, les résidences pour aînés. Dans 40 ans. Oui. C'est pas demain, Oui. hein, mon amour. Non, c'est sûr. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée. Je suis très contente de vous retrouver en cette belle journée. Donc, votre animatrice, Claudine, en présence de Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Et en présence de Louis. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on rencontre un couple qui, pour moi, ont beaucoup d'importance. Leur parcours de vie, leur expérience était très pertinente à pouvoir venir exposer sur le podcast. Je trouvais qu'il y avait une histoire autant par rapport à le fait qu'ils ont travaillé dans plusieurs métiers, mais aussi au niveau de leur parcours de vie, le fait qu'ils sont proches de leurs parents et qui apportent beaucoup de soutien à leurs parents, surtout dernièrement en temps de pandémie. Donc, je trouvais très pertinent aujourd'hui de pouvoir venir les rencontrer et savoir avec eux comment ils ont relevé les 2 dernières années, mais surtout aussi tous les défis de leur vie. Donc, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci. Donc, on commence. Je vais commencer par toi, Anna. Oui. T'es née à quel endroit et t'as grandi dans quelle ville? Je suis née à Montréal et à l'hôpital Jean Talon. Puis j'ai grandi à Saint-Léonard. Saint-Léonard. Oui. T'as fréquenté école primaire, école secondaire, toute ton adolescence à Saint-Léonard? Oui. Et pour toi, comment ça s'est passé, ton parcours scolaire? Ben, je dois dire que j'étais très bonne à l'école. J'aimais l'école beaucoup. Et j'ai toujours eu des bonnes notes. J'avais beaucoup d'amis. J'aimais les sports aussi. Toi, de ton côté, Louis, est-ce que, premièrement, t'es arrivé au Québec, t'es né au Québec, ensuite t'es reparti en Europe, et ensuite tu es revenu au Canada à l'âge de 10 ans, si je ne me trompe pas. Revenu au Canada à l'âge de 17 ans. 17 ans, OK. Exactement.
Donc, t'es né à quel endroit? Je suis né à Sainte-Foy, juste à côté de Québec. Et t'as grandi en Europe dans quel secteur? Dans quelle ville? J'ai grandi à Québec jusqu'à l'âge de 7 ans. De 7 ans à 17 ans, on a déménagé en France. Et puis j'ai grandi dans la région de Orléans, qui est au centre de la France. Donc j'ai été à l'école au Québec et j'ai fait une grande partie de ma scolarité en France. Est-ce que tu pourrais nous parler de la différence entre les deux milieux scolaires? Tout jeune, j'ai eu à vivre mon primaire, toutes ces choses-là au Québec, ça s'est passé très bien. Ça allait très bien, mais c'est sûr que quand je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, ça a été un parcours, ça a été compliqué. J'ai vécu un déracinement. J'ai été un peu isolé. J'ai vécu ce que bien des migrants vivent en ce moment, ici au Québec aussi. Alors, mais tranquillement, je me suis habitué à mes nouveaux amis, à tout ça. J'ai développé un réseau d'amis. Et puis, après ça, ma scolarité s'est bien passée, mais les 2 premières années ont été un petit peu plus compliquées. Mais sinon, ça a été pour moi une très, très belle expérience. Quel type de défi t'as dû relever, justement, dans ces 2 années-là que... C'est sûr que quand on arrive dans un pays où est-ce qu'on n'a pas vraiment de repères, pas vraiment de marque, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur des gens. Donc, quand tu connais pas personne, évidemment, c'est plus compliqué. Donc, c'est de faire tes repères, de faire tes pistes. Et à partir de ce moment-là, quand tu réussis à faire ça, la vie suit son cours et ça se passe très bien. Mais pour un enfant, évidemment, les amis, c'est très important. Alors, à 7 ans, quand tu arrives à l'école puis tu n'as pas d'amis, puis ils ne parlent pas vraiment la même langue que toi, même si on parlait le français. Mais moi, avec mon accent du Québec, c'est sûr que je n'étais pas vraiment bien compris tout le temps. Alors, j'ai dû m'habituer à tout ça. Mais ça s'est bien passé. Mes parents m'ont bien aidé, m'ont bien soutenu, m'ont encouragé. Et puis c'est ça. On voit que peu importe où qu'on est, quand on n'est pas dans notre ville natale, on peut vraiment avoir une barrière de langue malgré qu'on parle français. Frères et sœurs? Oui, j'ai 3 sœurs. Les 3 ne sont pas revenus, n'ont pas fait le retour que moi j'ai fait à 17 ans. Elles avaient, comme on dit, rencontré l'homme de leur vie. Alors, elles ont décidé toutes les 3 de rester en France. Alors, j'ai 3 sœurs. Moi, je suis le matricule numéro 4 d'une famille de 4. Alors, je suis le bébé. Et puis, mes sœurs sont toutes plus âgées que moi, mais elles sont toutes encore de ce monde. Et puis, on se parle et on se voit un peu moins les 2 dernières années qu'on a vécues. Mais sinon, on se voit très régulièrement, au moins une fois par année. Ils font le voyage. Ils font le voyage. De ton côté, Anna? Moi, j'ai un frère plus jeune. Un frère plus jeune? Oui. Donc, vous êtes quand même des petites familles considérant votre génération. Absolument. Est-ce que dans vos amis, est-ce que vous étiez aussi les plus petites familles ou la moyenne, c'était la même chose? Non, je dirais que dans ma génération, c'était plus ou moins ça. 2, 3 maximum dans une famille d'enfants. Mais c'était beaucoup de 2. Ouais. Fait qu'on parle vraiment plus de la génération de mes grands-parents, par exemple, qu'eux, ils pouvaient tomber 8 à 12 là, facilement. Ou 16. 16? Ma grand-mère, OK. elle avait 16 enfants. Ouais. Oh, wow! Ouais. Elle a passé sa vie à... Oui, il y en a une couple qui sont décédés. Il y en a 2 qui sont décédés à la naissance. Il y en a un qui est décédé d'une maladie. Mais c'était... Elle avait quand même vécu 16 accouchements. Là. Oui. La transition, je reviens à toi, Louis. La transition que tu as faite en revenant justement de la France à tes 17 ans, comment s'est passée cette transition-là? C'était un choix personnel.
de revenir ici, une décision que j'ai prise. En même temps, quand on est adolescent, à un moment donné, on veut s'affirmer, on veut faire un peu son propre chemin. Alors, j'avais signifié à mes parents que j'aurais aimé, en un premier temps, avoir un emploi ici, au Québec. Et j'ai eu la chance d'avoir ma marraine, Françoise, qui m'a hébergé et le temps que je me trouve un emploi et tout ça. Alors, je te dirais que ça a été une belle expérience de jeune adulte, là, partir sans ses parents avec sa valise et puis arriver ici et puis se trouver un emploi et puis commencer à travailler, gagner sa propre argent et puis envisager après ça d'aller en appartement. C'est un peu... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Je veux dire, c'est normal à 17, 18 ans, 19 ans de vouloir voler de ses propres ailes. Alors pour moi, ça a été un moment assez exaltant, assez intéressant. Et puis, j'en garde plein de beaux souvenirs. Et puis, s'il fallait le refaire, c'est quand qu'on part. On le ferait tout de suite. Lorsque tu as fait le choix de partir, étant le cadet, étant justement celui qui voit ses grandes sœurs prendre des décisions de vie aussi, tes pensées, tes émotions étaient balancées entre quoi et quoi? Parce que, tu sais, oui, tu parles de tes propres ailes, mais pas seulement tu changes pas seulement de pays, tu changes complètement de continent. Oui, mais je pense qu'il caractérise souvent les décisions qu'on prend à 16 ou 17 ans, c'est qu'on pense pas. Et puis, on fait vraiment ce qui nous tente sur le goût du moment. Et puis, c'est sûr que ça peut être une belle expérience, ça peut être une expérience un peu décevante, mais je pense que quand on est jeune puis qu'on a envie de voir un peu, sortir un peu du noyau familial. On avait un noyau familial très, très uni. Tout le monde était à sa place, savait où est-ce qu'il s'en allait. Puis moi, de mon côté, j'avais plus le goût peut-être... on m'avait toujours parlé du Canada, beaucoup. J'y ai vécu, mais à 7 ans, on ne se réalise pas vraiment les choses. Hein. Et puis... j'ai décidé tout simplement de dire, regarde, moi je vais tenter ma chance. Mon père l'a fait en 1957, partir de la France pour venir au Canada. Alors j'ai dit, pourquoi pas toi, t'es capable, et puis faisons-le, et puis on verra ce qui arrivera. Puis d'une façon ou d'une autre, j'avais une belle sécurité. Si jamais ça marchait pas, je prenais un billet, je revenais, et puis je retournais chez mes parents. Mes parents m'ont jamais... j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours suivi, puis appuyé dans la plupart de mes décisions. Alors... pourquoi pas. Comment que, justement, eux, ils ont vécu ça, puis est-ce que ils sont venus te rejoindre rapidement ou ça a pris un certain laps de temps avant qu'ils viennent te rejoindre au Canada? Non, ça a pris quelques temps, mais ils sont venus me rejoindre, pas parce qu'ils voulaient venir me rejoindre, c'est parce que mon père a eu une proposition professionnelle qui l'a amené à revenir au Canada, et c'est sûr que... quand ils ont décidé de revenir au Canada, les premiers qui ont averti, évidemment, c'est moi. Et puis mon père est venu au Canada en un premier temps. Ma mère est restée le temps de vendre la maison, faire différentes choses, préparer le déménagement. Et mon père avait commencé son emploi presque assez rapidement. Alors, j'ai vécu pendant quelques mois avec mon père en appartement. Et puis... évidemment, mon père m'a dit tu restes pas à Québec, tu t'en viens avec moi à Montréal, on va passer du temps ensemble, je vais essayer, il y a certainement moyen que je t'intègre dans la nouvelle entreprise si tu as envie de t'impliquer, etc. Alors bon, voilà, puis ça a été une opportunité, j'ai vécu pendant 4 ou 5 mois avec mon père, chose que j'avais pas faite depuis, j'avais jamais fait, juste être avec mon père, passer autant de temps. Lui a toujours eu une vie professionnelle très, très active, alors on ne le voyait pas souvent à la maison, à part les fins de semaine et pendant les vacances. Alors, ça a été une belle expérience, puis j'en garde un très, très beau souvenir, ce 4-5 mois passés ensemble. Mis à part l'opportunité d'emploi qui s'offrait à toi, est-ce que tu as vécu un deuil en disant que tu perdais quand même ta liberté que tu avais acquise depuis un dernier temps? Ouais,
j'avais pas vraiment de but fixe ou de... ma liberté, je l'avais. C'est sûr que mon père me demandait pas quand je partais puis quand je revenais, alors je l'avais, ma liberté. Il respectait quand même ce que tu avais Oui, déjà absolument, acquis comme absolument. C'est pas liberté, parce comme qu'on autonomie. on a demeuré ensemble que je pouvais pas sortir ou faire... Oui, instaurer un couvre-feu. Là. C'est ça, pas du tout. Ça n'a pas été le cas. Alors ça, là-dessus, il a bien respecté mon indépendance. Et puis lui, je suis convaincu que ça faisait un peu son affaire d'avoir son fils avec lui. Et puis moi, ça faisait un peu mon affaire d'avoir mon père avec moi aussi. Puis encore une fois, j'en garde de très bons souvenirs. De ton côté, Anna, tu as fait tout ton primaire, secondaire à Saint-Léonard. Tu es restée dans la demeure avec tes parents jusqu'à quel âge? 19 ans. 19 ans. Et tu as quitté pour un appartement, une maison? Je suis partie en Europe pendant 13 ans. Qu'est-ce qui t'a amené en Europe? C'était l'emploi de mon ex. Fait que je suis allée avec lui pour que lui poursuive sa carrière. Alors toi, tu t'es déraciné complètement pour ton copain et il fallait que tu te trouves un emploi. Qu'est-ce que tu faisais rendu là? Est-ce que tu t'es trouvé un emploi? Oui. T'es retourné à l'école? Non. Non? La première année, j'ai rien fait. J'ai trouvé ça très difficile. Mes parents me manquaient, mon frère me manquait parce que je suis très proche de mon frère. La deuxième année, ben là, j'ai trouvé une petite job. Je travaillais comme un bistrot. Puis c'est tout. Parce que après, j'ai commencé à avoir des enfants. Fait que, j'ai eu ma première fille à 22 ans. Et à 26 ans, j'avais mes 4 filles. OK, mais toi, en 4 ans, Ouais. let's go, ça sort. Production en 4 ans, merci, 3 bonsoir. ans et demi, parce que mes 2 dernières, c'est des jumelles. Oui, OK. Fait que, c'est ça. Fait que 4 filles. Comment que c'est, 4 filles? Ouh. C'est beaucoup, beaucoup de soucis, beaucoup de... Quand ils sont jeunes, tu sais, puis en plus, à un certain point, j'étais parent monoparental. Alors, ça a été un peu difficile, mais je dois dire que j'ai une très belle relation avec mes filles. Je suis très proche à eux. Elles sont toutes très indépendantes. Ils ont toutes des gros caractères. Mais je dois dire que tout s'est bien passé, même si ça a été... Les années les plus difficiles, je trouve, c'était l'adolescence. Parce qu'ils étaient tous très proches en âge, alors Ouais. tout le monde pensait les mêmes choses en même temps. Mhm. Ça, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a eu aussi, comme on dit, quand un groupe de filles se retrouve, la synchronisation des menstruations a Ah lieu? oui, Est-ce absolument. que ça, c'était aussi... Oui. Il y avait comme 10 jours qu'on n'était pas parlables. Avec 5 filles dans C'est la même ça. bâtisse Exact. pendant 10 jours de temps? Fait que Ouais. les hommes venaient pas à la maison Non, à ce moment-là, ils le exactement. savaient, là. Oui. C'est quand même intéressant de voir qu'avec un certain écart d'âge, pendant que toi, tu retournais, t'allais en Europe, toi, tu t'en venais au Québec. Oui. Fait que, Oui. Et maintenant, vous êtes ensemble, fait qu'on croit que c'est une question du destin aussi. Là. Oui. Oui, Non, c'est quand même absolument, une belle... absolument, c'est sûr. C'est C'est un vrai. bon point. Parce- On aurait pu se croiser dans un avion, elle Exact. qui partait et moi qui revenais, Mhm. mais Mhm. c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'est vrai. Parce que toi, avec ton ex, au fond, lui, c'était un emploi qui, si ça aurait bien été, ça aurait été pour... Mais lui, c'est un joueur d'hockey. Alors, on faisait 6 mois là-bas, 6 mois ici. OK? Fait que les mois d'hiver, ben on partait, c'était plus que 6 mois, parce qu'on partait au mois de juillet, on revenait au mois de mars-avril. Donc, ça faisait quand même plusieurs mois. Fait que quand je partais d'ici, ben, on devait amener du linge d'été, du printemps, de l'hiver, tu sais, c'était un peu... c'était pas évident. Est-ce que tes filles, t'es as eues en Europe ou t'es as eues ici? Ils sont toutes nées ici. OK. Fait que ça, c'était, dans le fond, entre les transitions que tu revenais, que ça... Oui, juste les jumelles, parce que les jumelles étaient vraiment... C'est mes 2 dernières. C'est arrivé, tu sais. Fait qu'il n'y avait aucune date de... Tu sais, quand tu essaies de programmer tes choses, mais c'était pas le cas. Fait qu'eux sont nés au mois d'octobre.
je suis restée ici cette année-là. OK. Fait que lui est parti, puis moi, j'ai fini ma grossesse ici. Ça a dû être rock'n'roll quand même, là. Oui. Sinon, tes parents étaient italiens? Oui. Sont italiens? Oui. Donc, t'es une première génération d'immigrés ici. Oui. Parce que les autres, ils ont immigré de l'Italie pour s'en venir au C'est Canada. ça. Puis en grandissant, quoique Saint-Léonard est quand même un quartier italien, Très italien. mais en grandissant à Montréal, comme première génération, le choc des valeurs entre l'Italie et le Québec, comment ça s'est passé? Je trouve que les Italiens, ils ont vraiment gardé leur tradition. C'est sûr qu'on avait comme mes parents disent, il y avait beaucoup d'avantages à être ici. On peut, dans la vie, eux, ils voulaient bâtir de quoi. Puis ils ont réussi, ils ont très bien réussi. En Italie, c'était très difficile. Mais le choc, je dirais que mes parents sont très bien adaptés. Ils ont pensé de retourner, mais si on regardait la crise économique qui a toujours existé en Italie, ils ont choisi de rester. Ben c'est vraiment pour moi et mon frère, tu sais. Mais à part de ça, on garde nos traditions. On est très italien. Je dirais trop des fois. Mais mes filles, moins. Mais on essaye quand même de garder certaines choses qui ont des valeurs à nous. Comme la famille, c'est très, très important. Fait que souvent, on se retrouve tout ensemble. Puis s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, bien, on est là un pour l'autre. On a gardé nos traditions. Ça l'a pas changé parce qu'on était au Québec. Ça nous amène à notre moment doré. Donc, votre fait cocasse que vous aimeriez nous partager par rapport à votre, comme on disait un peu plus tôt, par rapport à avant la vie professionnelle. Quand on a donc déménagé avec mes parents, j'avais donc 7 ans à cette époque-là. Et on avait pris l'avion de Montréal, on est arrivé à Paris. Et quelques jours après, l'emploi de mon père était dans la région de Lyon, qui est au sud de la France un tout petit peu. Et on est arrivé dans la ville de Lyon et la première nuit que nous avons passée, c'était dans un hôtel parce qu'on n'avait pas encore d'appartement. Et je me souviens très bien, et ma mère me le rappelle souvent, que j'avais eu comme un coup de... un peu des blues, comme on dit, ou un peu... Je m'ennuyais et j'avais un très, très bon ami à Québec qui s'appelait Jeannot. Et ma mère me donnait mon bain dans l'hôtel ce soir-là. Et j'étais dans le bain et je pleurais et je disais à ma mère que je voulais voir Jeannot. Parce que pour moi, justement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais un peu perdu tous mes repères, mes amis. Évidemment, on se retrouvait avec ma mère, mes sœurs, mais dans un hôtel à Lyon. On n'avait pas de maison, on n'avait pas nos meubles, on n'avait pas rien. Alors, ça a été un moment, maintenant, je le revois et ça me fait rire un peu. C'est cocasse. Un jeune qui pleure dans son bain et qui réclame son ami. Mais encore une fois, ça explique bien ce qu'on peut vivre quand on est déraciné un peu et à plus forte raison quand on a juste 7 ans. Alors, pour moi, c'est mon moment cocasse. D'avoir pleuré Jeannot. Avoir pleuré Jeannot, absolument. Absolument. Moi, j'ai quelque chose qui est semblable, mais moi, j'avais 19 ans. Quand je suis partie en Italie, moi aussi, j'avais comme un bon, je dirais, 2-3 mois. Je m'ennuyais de mon frère. Tellement. Je pleurais, puis j'étais toujours au téléphone en train d'appeler. Ça nous a coûté très cher parce que les téléphones... c'est pas comme aujourd'hui, là. Non, pas du tout. Mais c'est ça. À part de ça, après, je me suis très bien adaptée. Puis mon frère est venu me voir en Italie. Il restait avec moi pendant 3 mois, je pense. Fait que, pas à cause que je pleurais, là, mais... Je vais partir quand tu vas arrêter. C'est ça. Mais ça vous a quand même préparé à ne jamais être
inquiet lorsque vous avez une situation où vous êtes déraciné. Si on s'entend à changer de continent, ça vous a mis à être prêt à tout, comme on dit, là. Il me semble que suite à ça, n'importe quel autre défi qui se présentait devant vous, c'était comme, bon, j'ai déjà vu paix. Oui, moi je dirais que c'est sûr que c'est une expérience qui m'a servi bon nombre de fois dans ma vie. Un peu comme quand on commence le premier jour d'un nouvel emploi. On est un peu nerveux, on est un peu stressé, c'est comment ça va se passer. Mais c'est sûr que quand tu as vécu l'immigration, ça t'amène une espèce de force en toi qui te dit, regarde, tu peux sauter dans le vide, mais tu es capable. Là, je veux dire, regarde par où tu es passé, regarde ce que tu as vécu, puis n'aie pas peur de rien. Là. Je pense que c'est un peu ça. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, et puis ça m'a servi dans bien des cas. En parlant de profession, Anna, est-ce que tu voudrais nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis directrice commerciale dans une concession. Je fais ça depuis 11 ans et j'adore mon travail. J'aime le contact que j'ai avec le monde. Qu'est-ce qui t'a amené à être directrice financière? Oh. Alors, pendant 17 ans, je travaillais dans le domaine de la coiffure. Et j'ai eu ma fille qui est tombée malade. Elle a eu un cancer. Et on allait à l'hôpital faire ses traitements. Puis quand je revenais au travail, les coiffeurs sont un peu spéciales. C'est comme si j'avais d'autres enfants à la job. Et un jour, je me suis dit, non, je suis plus capable de faire ça. Et un ami à moi m'avait dit, je te verrais comme directrice commerciale. Et il m'a suggéré au bon moment. J'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer. Puis c'est comme ça que je me retrouve dans le domaine de l'automobile. Et c'est vraiment juste qui te disent « Ah, je te verrais comme ça, c'est puis ça. Je te lance... Mais tu sais, dans la vie, quand on vit des situations assez stressantes, et tu as peur, il y a la peur qui rentre, il y a pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Puis là, tu es en face à des affaires banales que le monde, il stresse parce qu'ils ont perdu un outil ou... Je me suis dit, non, regarde, c'est pas pour moi. Et c'est là que j'ai changé. Et j'ai trouvé ça très difficile au début, parce que c'est complètement changé de carrière. Pour moi, c'était un peu comme le chinois, là, parce que je comprenais pas toutes les différentes choses dans un domaine de l'automobile. Mais j'ai vite appris, puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé, puis je suis encore là. Donc, j'ai 0 regret. Fait qu'il t'a tendu une perche, puis tu oui, l'as saisi un peu comme le voyage, puis oui. Tu t'es dit, c'est le même que je vais passer à travers. Là. C'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça. Je te lève mon chapeau, honnêtement. Merci. On s'entend, là, coiffeuse. Oui, pas du tout la même chose. Non, c'est 2 mondes complètement différents. Hein? Fait que, oui, c'est un très beau défi que tu t'as relevé. De ton côté? Oh mon Dieu! Mon expérience de travail, ça remonte à 18 ans, 19 ans. J'ai fait... Moi, j'ai toujours suivi l'exemple de mon père. Mon père, c'est un vendeur. Alors, si on retourne 40 ou 50 ans en arrière, la vente itinérante faisait partie de la vie, du quotidien de tout le monde. Maintenant, ça a bien changé, ça n'existe presque plus. Mais à cette époque-là, moi, j'ai gagné ma vie en étant vendeur. Alors, j'ai vendu toutes sortes de choses. Mais j'avais toujours dans l'idée, et j'étais un jeune passionné d'automobile, j'avais toujours dans l'idée de travailler un jour dans la vente automobile. C'était pour moi un rêve
C'était un milieu un petit peu fermé dans ce temps-là parce qu'il nous disait toujours, si tu veux devenir vendeur automobile, il faut que tu aies de l'expérience. Mais pour avoir de l'expérience, il faut commencer à quelque part. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui m'a donné ma première chance. Et j'ai commencé donc à vendre des voitures et ça s'est très bien passé. J'étais passionné, j'étais déterminé, alors et je comptais pas mes heures et on m'a toujours dit qu'il y a juste un endroit dans la vie où le succès est avant le travail et la seule place c'est dans le dictionnaire parce que les S sont avant les T. Alors pour moi, si je voulais être le meilleur, si je voulais vendre, il fallait que je mette les heures et les efforts nécessaires. Alors je l'ai fait et puis ça a porté fruit. J'ai gravi des échelons. Et puis j'ai travaillé là-dedans jusqu'à 2015, 16, 17, 18, oui, 2017, 18. Et puis je me suis donné corps et âme là-dedans. J'ai élevé ma famille là-dedans. J'avais une conjointe qui comprenait les prérogatives de mon métier et puis qui m'a supporté à cause justement que j'étais pas toujours là. Mais néanmoins, je faisais un point d'honneur à être là au moment important. J'ai un de mes enfants qui est Alexandre, mon fils aîné, qui était un amateur, qui était un joueur de hockey. J'ai assisté à toutes ses pratiques, j'ai assisté à toutes ses games. Je me suis toujours arrangé pour ça. Claudine a fait de la ringuette. J'ai été un fervent supporter de toutes ces... alors, une vie professionnelle très, 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 très active, très, très focusée. Mais néanmoins, un souci d'être là pour ses enfants. Et puis, on prenait des vacances. Puis, les vacances, c'est important. Puis, alors, tout ça a fait que j'ai eu une vie professionnelle excessivement... j'ai eu du plaisir, je me suis fait beaucoup de plaisir, j'étais passionné par ce que je faisais. Alors, à partir du moment où tu es passionné par ce que tu fais, le succès, il vient, et puis voilà. Oui, parce que c'est quand même deux métiers que, si vous n'avez pas de plaisir dans votre métier, le temps est long, là. Je présume que c'est valide pour n'importe quelle personne, n'importe quel métier. Je veux dire, je suis convaincu qu'un plombier qui n'aime pas faire de la plomberie, il doit être malheureux. Alors... oui, mais il y a beaucoup d'heures dans notre absolument. métier. Dans notre métier, il y a beaucoup d'heures. C'est sûr qu'il faut être passionné. C'est parce qu'à base, les deux, vous êtes quand même des gens très sociables. Vous n'avez pas le choix. Vous travaillez avec le public. Fait que vous devez mettre les personnes en confiance dans ce que vous leur présentez. Mm-hmm. Mais comme tu dis, justement, il y a des heures à mettre. C'est ceux qui réussissent dans Absolument. ce métier-là contre ceux qui ne réussissent pas. Le dénominateur commun est quand même le temps puis la vocation que tu lui donnes à cet emploi-là. Absolument. 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 Faut être dédié à son métier. Tu sais quand tu commences, mais évidemment, tu sais pas toujours quand tu finis. Et puis, si celui qui dit que tu as fini, c'est pas toi, c'est le client qui est devant toi. C'est comme ça, mais d'un autre côté, c'est ça qui fait que le métier il est passionnant, c'est ça qui fait que c'est pas répétitif, c'est ça qui fait que... Tu es toujours nouveau à chaque jour, c'est ça? Oui, absolument. Tu dis que tu avais justement une conjointe qui comprenait les aspects avec le métier, mais pour vous deux, les enfants, sachant que vos enfants quand même étaient jeunes, puis sachant que des fois les enfants ne comprennent pas les sacrifices puis les efforts que les parents font pour qu'ils aient ce qu'ils voulaient. On s'entend avoir des vacances, fallait vous travailler les deux pour ça. Comment c'était avec vos enfants quand ils étaient en bas âge? Comment ils voyaient ça, vos deux métiers? Parce que toi aussi, tu sais, en tant qu'FNA, si le vendeur il a fini à 9 ans, toi tu as fini à... Oui, absolument. Mais moi, quand mes enfants étaient jeunes, je n'étais pas dans le domaine de l'automobile. Alors, mes heures étaient n'étaient pas aussi longues. Par contre, je travaillais le samedi. Fait que ça aussi, c'est parce que samedi, les enfants sont à la maison. J'avais dimanche, lundi, congé. Fait qu'en réalité, j'avais une journée avec mes enfants.
Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu dur, mais je n'aurais pas pu être dans l'automobile. Parce que tu peux pas avoir des jeunes enfants puis les laisser à la maison toutes seules. Autant d'heures. C'est ça. Ils ont vraiment besoin de toi. Là. Tu peux Parce pas, que même si on dit que le concessionnaire il est ouvert de 9h à 9h, ouais, c'est rare que quand il y a un client qui arrive à 8h50, qu'il On sort peut- à 9h. exact. Mhm. C'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Et toi, avec tes enfants? Pour moi, avec les enfants, bien, le cas de Anna, elle était monoparentale, alors c'est sûr que c'est différent. Moi, donc, j'avais la mère de mes enfants avait un travail qui était, comme on dit, du 8 à 4. Alors, on a su conjuguer. On a eu de l'aide aussi. Nos parents mes parents ont gardé les enfants dans un premier temps. Et puis, on a eu des gens aussi, des garderies, des gardiennes à la maison qui ont grandement aidé à pallier à ça, évidemment. Mais ça s'est bien passé. Puis les enfants le vivaient. Ils savaient pourquoi papa il allait travailler, puis ils savaient pourquoi papa il rentrait des fois à 10 ou 11 heures le soir. Et puis que des fois, il fallait papa il n'était pas là ce soir-là pour souper. Ils savaient tout ça parce qu'on en parlait. Je veux dire, c'était pas une cachette. Papa il travaille beaucoup, mais il y a un peu de succès. Alors, eux autres, ils avaient le bon côté des choses, évidemment. Quand les affaires vont bien, les enfants en bénéficient, évidemment. Quand les affaires sont moins bonnes, ben, on évite qu'ils s'en rendent compte trop. Mais donc de ce côté-là, j'ai eu toute l'aide puis le soutien nécessaire et puis la compréhension de mes enfants parce que ils m'ont jamais fait de reproches à ce moment-là, je veux dire. Et puis ils savaient que si vraiment ils avaient besoin de moi, évidemment, je pense que j'étais là quand il le fallait. Là. Puis je pense même que ta passion pour la vente, tu l'as quand même transmise, parce que je ne me trompe pas, Alex a été dans la vente Oui, aussi. absolument. Claudine a fait ça, Nicolas aussi. Pour moi, c'était mon mode de vie. Hein. Alors, puis comme j'étais passionné, je parlais de mon métier. Quand on était à table au repas, moi, je parlais de mes bons coups, de mes mauvais coups, du client que j'avais rencontré, que j'avais fait une transaction avec lui ou de celui avec qui je n'ai pas fait de transaction. Et puis, pour moi, c'était un mode de vie. Et puis, j'ai toujours été un peu dans tout ça. Et puis, maintenant que mes activités ont changé, j'ai toujours cet esprit d'acheter, revendre, faire quelque chose. Alors, c'est un peu comme ça. Même des fois, ma femme me le reproche. Elle me dit toujours, tu parles comme un vendeur, ou tu parles comme un politicien, ou tu parles comme un... Mais pour moi, c'est un mode de vie. C'est comme ça que j'ai mené ma vie. Alors, je changerai pas, hein, à l'âge où je suis rendu. Tu disais un peu plus tôt, comme quoi que t'as toujours été présent au bon moment, pour les bons moments ou pour les moments importants. Je peux te dire aussi que t'as toujours répondu à ton téléphone, même quand c'était pour des conneries. Donc, si c'était pas un... tu sais, je me souviens même, comme souvent, c'était « Salut, c'est-tu important? Non? OK, je te rappelle. » Tu sais, mais il n'y a jamais une ligne sans réponse de ce côté-là, même malgré ton emploi du temps super occupé. Je pense que ça démontre aussi ta volonté d'être présent malgré ton absence à la maison. Absolument. Et puis toi, est-ce que ta passion, justement, de la vente, de parler aux gens, c'est quelque chose que tes filles en ont hérité aussi? L'aspect social... Je dirais 2 de mes 4 filles, oui. Les jumelles sont plus... une des jumelles, elle est plus réservée, si on veut. Mais j'ai ma fille aînée, Jennifer, c'était une boule elle n'arrête pas de parler. Et Tiffany aussi. J'ai Kayla qui est infirmière, fait qu'elle aussi, elle a son côté... elle aime ça, le monde. Fait que, oui, je pense que mes enfants sont assez sociables. Tout à fait.
Est-ce qu'il sait aussi bien que toi de convaincre ou comment dire, expliquer une chose pour en faire comprendre l'essentiel puis que la personne adhère à ça aussi positivement que... Non, Non, je pense pas. Ils sont pas rendus là encore. ils n'ont pas le même tact Non, encore. pas encore. Ça va venir. Mais c'est ça, je dois dire que moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais pas... j'étais comme eux autres, tu sais, gros caractère, tu dis qu'est-ce que tu penses, tu réfléchis pas toujours. Avec l'âge, tu prends un peu de recul, puis comment on peut dire ça? Tu analyses la situation avant que tu parles. Puis des fois, c'est mieux, tu sais. Mais quand tu es jeune, tu dis ce que tu penses, puis tu fais des gaffes, tu blesses tout le monde. Fait que c'est ça. Étant tous les deux passionnés de vos emplois, mais aussi de vos hobbies, vos loisirs, maintenant que vous êtes rendus proche de la retraite, quelle est l'analyse que vous faites de vos enfants? Parce que je pense, si je ne me trompe pas, vos enfants sont tous dans la trentaine. Oui. Maintenant que vous êtes rendus à cet âge-là, justement, est-ce que tu prends du recul, que tu analyses, vous voyez vos enfants évoluer, vous les avez vus évoluer, vous les avez vus dans leur carrière, soit présente ou qui sont en train de développer. Quelle est votre impression? Quelle est votre évaluation? Êtes-vous fier d'avoir pu leur donner tout ce que vous avez pu leur donner? Ou pensez-vous qu'il y a des choses que vous pourriez les aider davantage ou que vous pourriez peut-être prendre du retrait? Ben, de mon côté, je suis très fière de mes 4 filles. Ils ont... ma plus grande inquiétude quand ils étaient jeunes, c'était je voulais qu'ils réussissent à l'école, qu'ils ont un bon emploi, qu'ils savent où ils s'en vont, tu sais. Fait que de ce côté-là, les 4, ils ont des carrières, puis les 4 sont... si je prends un peu de recul, oui, je pourrais... Des fois, je suis un peu mère poule, alors je les surprotège. Mais à part de ça, je trouve que ma job est faite. Ma job est faite. Mais j'ai encore un peu de misère de lâcher prise. Tu sais, j'ai un peu... j'aime les protéger, si on veut. Puis des fois, c'est pas une bonne chose, parce qu'on doit les laisser faire des erreurs pour qu'ils apprennent. Mais c'est la mère en moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Mais pour le moment, je trouve que j'ai bien fait ça. Parce qu'en plus, j'étais toute seule. Alors, je dois dire que j'ai eu l'aide de ma maman aussi. Et mes parents, ils m'ont aidé énormément. Mais c'est quand même, tu sais, quand tu retournes à la maison, tu es toute seule avec tes enfants. Fait que si je prends du recul puis je regarde tout ça, ben, ils sont à un bon stage, un bon point dans leur vie. Fait que je suis fière. Pour ma part, je dirais que évaluer, c'est un bien grand mot. Surtout quand on parle des enfants. J'évaluerai pas mes enfants, mais ce que je dirais, c'est que comme parent, la première chose, il faut être patient. Il faut vraiment être patient parce que c'est sûr que quand nos enfants vieillissent, arrivent à 17, 18 ans, bon là tu les vois, ils vont à l'école, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Va-tu choisir un métier? Va-tu choisir ça? Là, il veut pas, ou ça ne tente pas, ou aller à l'école, pour lui, c'est pas une passion. Alors bon, tu vois qu'il cherche toujours des fois à prendre une voie de garage ou la solution facile, un peu comme l'eau qui coule, on va aller vers où est-ce que c'est le plus facile à passer. Mais maintenant que mes enfants ont 30 ans, pour la plupart, ils sont tous sur leur X. Ils ont trouvé leur place, ils ont trouvé leur voie, ils ont trouvé leur motivation. On les a accompagnés le mieux qu'on a pu là-dedans. Alors des fois, ils nous ont encouragés, des fois, ils nous ont découragés. Alors je dirais que moi, avec le recul, je m'aperçois qu'il y a... Autant j'ai été un père des fois qui était exigeant ou qui voulait les choses, mais j'ai appris à lâcher prise un peu. Et à les laisser aller, à les laisser
leur donner la chance de déployer leurs ailes et de trouver leur voie. Parce que, en réalité, c'est ça. Si tu trouves ta voie, tu vas faire ce que tu aimes. Et si tu fais ce que tu aimes, ben, tu vas devenir passionné. Puis si tu es passionné, ben, tu vas avoir du plaisir. Puis tu vas le communiquer dans ta façon d'être, dans ta façon de faire. Et peu importe le métier que tu choisis. Alors, je dirais qu'il faut être patient. Et si tu es patient, tu es récompensé assurément. Justement, tu nous amènes au fait que la patience, la passion, toutes ces choses-là qui fait qu'on évolue autant que tu as pu évoluer comme adulte, mais aussi comme parent, comme grands-parents. En comparaison dans les générations. Exemple, que tu compares ton parcours au parcours de tes enfants rendus adolescents. Est-ce que nos générations font en sorte que ça s'est fait différemment ou c'est vraiment un parcours de vie que les générations n'ont pas d'impact là-dedans puis que c'est vraiment le parcours de vie est unique à chacun? Compliqué de répondre à ça. Je dirais que mes parents ont agi de façon différente que... Pas différente, peut-être, oui, en quelques points quand même, mais ma génération, on a quand même une ouverture d'esprit qui est un peu différente que celle de nos parents, enfin de mes parents. Puis si on vieillit, si on recule encore dans les années, nos parents ont eu évidemment des parents qui étaient beaucoup plus évidemment stricts et alors nos grands-parents étaient beaucoup moins patients. Alors je pense que nous, on a appris avec le temps, et c'est pas nous qui l'avons appris, c'est nos jeunes un peu qui nous l'ont enseigné. Moi, c'est mes enfants qui me l'ont enseigné. C'est ma conjointe aussi qui m'a ouvert les yeux en rapport à comment gérer ça, ces enfants-là. Et moi, j'ai développé ma patience avec le temps. Et puis, je vous dirais maintenant que j'ai une relation avec mes 3 enfants qui est comme n'importe quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on accepte tous les différences et les points de vue, comme tu mentionnais tout à l'heure. Alors, c'est ça. Alors oui, il y a une différence, mais la société d'aujourd'hui, c'est ça. Il y a juste le changement qui ne change pas. Hein? Mm-hmm. Alors, c'est comme ça. C'est bien. Et c'est sain. Parce que juste avoir une ligne de pensée, c'est pas le fun. C'est important de savoir, lui pense comme ça, elle pense comme ça, lui pense comme ça. Et puis, c'est une façon très saine de vivre, d'accepter les différences sur tous les points de vue. De ton côté, Anna? Ben, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je vois la différence de, disons, comment nous, on a été élevés. Et j'avais un père qui était super strict. Fait que j'ai toujours dit, un jour, si moi j'ai des enfants... Mais tu sais, aujourd'hui, je regarde moi et mon frère, puis on est 2 travailleurs, on tient à notre famille. Ils nous ont donné qu'est-ce qu'ils savaient nous donner de mieux, OK? Là, moi, je suis une mère et j'ai eu 4 enfants. J'ai essayé de faire mon meilleur. J'ai fait des erreurs, c'est sûr. Mais aujourd'hui, quand je vois, si on parle de respect, c'est très différent. Moi, je dirais pas des mauvais mots en avant de ma mère et mon père. Mes enfants, ils disent toutes sortes de choses, n'importe quand, comme ça ils tentent, tu sais. Est-ce que c'est mieux? Oui, ils peuvent parler plus, parce que nous, effectivement, quand on était jeunes, on n'avait pas le droit de parler beaucoup. Mais je trouve qu'il y a comme une ligne qu'on devrait essayer de rester un peu comme dans le passé.
Puis la jeunesse d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un manque de respect pour les aînés, pour la façon qu'on pense. Même moi, j'ai 56 ans, puis des fois, mes filles me disent « Ah, you're so old-fashioned, tu sais, t'es vieille. » Puis je me trouve pas mal moderne, là, tu sais. Mhm. Mais il y a des choses qui disent que ça passerait jamais avec mon père. Puis quand je regarde comment moi et mon frère on est, versus, puis là, moi j'ai 4 enfants, mon frère il a 3 enfants. C'est tellement différent. Est-ce que c'est mieux pour nos enfants? Nous, on croyait que c'était... Tu sais, quand on était jeunes, on disait « Ah, un jour, si moi je vais avoir des enfants, ça va pas être comme ça va pas être comme ci. » Mais le sens de famille, comme nous on l'a, dans notre génération, mes enfants ne l'ont pas. Et qu'est-ce qui m'inquiète, parce que j'ai aussi des petits-enfants, ça va aller de pire en pire. Fait que quand nous, on va devenir d'un certain âge, comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont avoir encore le sens de famille? Si un jour on n'est plus là, est-ce qu'ils vont, tu sais, s'ils vont se tenir ensemble? Pas sûr. Fait que est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Pas de tout. Le fait oui, que les jeunes peuvent parler, puis qu'on apprend avec nos enfants, puis on laisse cette liberté-là, mais il y a comme quelque chose à quelque part qui a changé. Puis cette chose-là, que je reviens toujours au respect, c'est ça qui a changé. Il n'y a pas de tolérance. Les jeunes, ils n'ont pas de tolérance. C'est très différent. Moi, je l'accepte, parce que c'est ça, la vie. Mais des fois, ça me blesse. Parce que c'est sûr que, tu sais, tu restes comme, oh mon Dieu, viens-tu me dire ça, tu sais? Puis, avec un peu de recul, je dis, moi, je dirais jamais ça à mes parents. Puis si je leur ai dit, j'aurais sûrement plus de dents, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a du bon, puis il y a du mauvais dans le cheminement qu'on a fait. C'est comme, c'est beau pour l'ouverture, mais c'est pas parce qu'il y a une ouverture qu'il y a un manque que le respect, il prend le bord. T'sais. C'est ça. Puis je trouve qu'avec la jeunesse d'aujourd'hui, ça manque. Est-ce que tu as l'impression que, justement, les valeurs, pas anciennes, mais les valeurs traditionnelles disparaissent? Pas toutes, mais plusieurs. Pas toutes, mais plusieurs. Je trouve que, qu'est-ce que j'ai vu avec mes enfants, comme ma plus vieille, là, elle est maman. Fait que elle commence à voir l'importance des traditions. Mais quand je regarde les autres 3 qui sont pas encore sont en couple, mais ils n'ont pas de famille à eux, c'est très différent. C'est pas du tout la même chose. Ils vivent leur vie pour eux. Je suis contente pour eux, parce qu'en même temps, quand je prends du recul, tu sais, moi, toute ma vie, j'ai pris soin de mon frère, tu sais. Je trouve que c'était pas ma job de prendre soin de mon frère. Je suis contente parce que je l'adore, mon frère. Mais je n'aurais pas fait ça à mes enfants. Vous comprenez? Fait que, à quelque part, est-ce que c'est un style de vie? Je ne sais pas. Mais à quelque part, je trouve que, oui, les traditions se perdent un peu. Tu m'amenais tantôt vers t'as peur pour plus tard. En termes de, justement, de valeurs qui vont suivre les réunions familiales ou Noël. Ta vision pour toi du futur advenant, justement, que 80, 90 ans s'en viennent, puis est-ce que tu es une personne qui serait plus à rester à la maison ou une personne qui aimerait vivre l'expérience d'une résidence tour avec style resort qu'on appelle, là? Oui. Mais si on est autonome complètement, tu sais, si on est capable de prendre soin un de l'autre, oui, j'aimerais ça rester à la maison. Mais si jamais il y en a un ou l'autre qui a moins de capacité que... Mais là, oui, je pense que ça serait une bonne chose d'aller en résidence avec mon conjoint. Comme ça, au moins, la personne qui est moins apte peut avoir de l'aide. Puis l'autre personne, ben comment on dit... she could still enjoy. Tu sais, même si... Elle peut continuer de profiter. Et c'est ça. Puis des moments de qualité avec son conjoint ou sa conjointe. Exact.
Fait que si on est pour devenir... je veux pas devenir un fardeau pour mon conjoint. Tu sais, je préfère aller en résidence ensemble, mais qu'au moins on a quand même une qualité de vie. Moi, ma notion de... Probablement, je dirais que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit au niveau d'attitude des fois des enfants par rapport aux parents, par rapport aux aînés, par rapport à tout ça, c'est sûr. Je pense que même en tant que société, on l'a vu avec ce qu'on vient de traverser. On a manqué de respect aux personnes âgées sur un joli temps. Et comme société, on n'en était même pas conscient. Alors, bravo à ça, justement, comme on dit. De cette catastrophe qui nous est arrivée, il y a du bon qui va ressortir, parce que je pense qu'en tant que société, aujourd'hui, en 2021, on a réalisé qu'il fallait prendre soin de nos aînés. Alors ça, c'est une méchante bonne nouvelle. Maintenant, moi, la notion de la retraite, encore une fois, je me lève tous les matins, je pense à ce que je vais faire, je fais ce que j'aime, je fais des choses. Pour moi, la retraite, c'est un mot, mais je me vois pas rien faire ou je me vois pas être retraité, en tout cas dans le sens du terme, là. Alors, je veux faire des choses, alors, tant que physiquement, je suis capable de le faire, travailler, apporter du bonheur autour de moi, me faire plaisir. J'ai le droit maintenant, j'ai 60 ans. J'ai consacré une bonne partie de ma vie à élever ma famille, à faire tout ça, à les mettre sur la voie. Ils sont tous plus ou moins sur leur X en ce moment, comme je l'ai dit tantôt. Alors maintenant, c'est à moi de profiter. Et puis, donc, pour moi, arrêter de travailler ou c'est très lointain, c'est trouble. Mais et après ça, bien évidemment, comme Anna le disait, si nos états de santé nous permettent de rester dans une maison et de faire tout ça, oui, absolument, bien d'accord. Peut-être une plus petite maison avec moins d'entretien, avec de l'aide aussi, des gens qui peuvent nous aider à faire des choses qui sont plus difficiles pour nous. Et ultimement, évidemment, si nos conditions de santé changent, bien évidemment, aller dans des résidences ou aller dans des endroits où est-ce qu'il y a du personnel qui va pouvoir prendre soin de nous. Oui, 100%, parce que je veux pas être un fardeau pour personne, comme Anna le disait, et puis je veux pas demander à mes enfants d'être... eux autres, ils ont justement leur vie à faire et c'est important et moi, je dois leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils le fassent. Si j'arrive puis je dis, ben non, là, faut que tu viennes prendre soin de ton père ou... Non, puis on le vit sûr. Présentement. C'est on très le vit difficile. présentement, je veux dire, c'est difficile, mais ma mère a 94 ans bientôt, elle est dans sa 94e année, mon père a 89 ans, va avoir 90 ans bientôt, l'année prochaine. Alors, c'est sûr qu'ils ne sont pas un fardeau. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont presque 100% autonomes encore. Ils vivent dans leur maison, dans leur appartement. Ils ne sont pas très demandants, mais évidemment, mes sœurs sont en France. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'ont que moi et c'est sûr, j'en suis conscient et je dois être là pour eux. Mais c'est un choix de vie qu'ils ont fait. D'être là. Moi, pour moi, je les aurais grandement encouragés à aller justement vers des RPA, vers des maisons pour pouvoir vivre plus relax, là, plus... mais c'est leur choix à eux, c'était ça. Alors... C'est intéressant ce que vous dites les deux, parce que autant vous ne voulez pas être un fardeau pour vos enfants, mais en même temps, si je vous demandais de me parler de vos parents, vous ne me parlerez pas de vos parents comme si c'était des fardeaux pour vous deux non plus, là? Non. Ben, pas pour moi, puis toi non plus. Non. Est-ce que vous croyez que c'est une crainte que toute personne au-delà de 50 ans a d'être un fardeau, puis que justement, des fois, c'est ça qui fait que
à place de se considérer comme un fardeau, de dire votre plan de match, comme vous disiez, de pouvoir être autonome avec de l'assistance, soit de l'entourage ou des professionnels, ça pourrait améliorer un peu l'état des choses, des gens? Moi, avec mon expérience que je vis présentement avec mes parents, j'ai mon papa qui a 84 ans, il commence à avoir la démence. Ma maman, elle est dépressive, mais elle a été dépressive toute sa vie. Puis là, présentement, avec mon papa, c'est pas évident. J'aimerais faire plus. Je travaille. Je suis pas à la maison, alors c'est un peu difficile. Et même quand j'ai une décision à prendre, je me sens coupable. Parce que les deux veulent pas aller dans une résidence. Alors, présentement, je parle avec le médecin, je parle avec... Le travail social. C'est ça. Puis il dirait que oui, ça serait mieux pour mon papa. Ma mère se sent coupable parce qu'elle n'est pas prête d'aller dans une résidence. Alors, le fait que je dois prendre des décisions, je trouve c'est lourd. Alors, c'est ça, avec cette expérience-là que je vis aujourd'hui, je voudrais pas que mes enfants vivent ça. Alors, si un jour, on n'est pas bien, qu'on peut pas s'occuper un de l'autre, mais puis avoir de la qualité de vie, moi, je préfère aller en résidence. Tu sais, si moi, je suis bien ou moi, je suis malade et lui est bien, c'est un fardeau pour lui aussi. Tu sais, peut-être lui, il le sent pas comme un fardeau. Moi, c'est sûr que je me sentirais pas que c'est un fardeau, mais c'est de l'ouvrage. C'est toutes des choses nouvelles qu'on n'est pas habitué. Est-ce qu'on fait la bonne chose? Oui, là, c'est sûr que je parle avec le médecin, je parle avec la travailleuse sociale, fait que je commence à comprendre un peu plus où est-ce qu'on s'en va avec ça, avec mon papa. Mais ça fait pas la décision plus facile. Tu deviens encore plus craintif, parce que là, tu dis, OK, si quelque chose arrive, là, je devrais-tu faire ça? Est-ce que, tu sais, si j'écoute les médecins, mon père, il devrait aller dans une résidence. Mais quand j'en parle à ma maman, oh non, on ne peut pas le mettre dans une résidence, parce qu'il ne veut pas y aller, mon papa. Okay? Fait que en vivant ça, je projette qu'est-ce que ça va être un jour pour nous, parce qu'on s'en va tout vers là, tout le monde vieillit. Je voudrais pas faire vivre ça à mes enfants. Je préfère prendre un choix et le dire, tu sais. Puis ensemble, je pense qu'on communique assez bien que, tu sais, mes parents, c'est une autre génération, c'est un peu différent. Mais nous, on se dit tout. Fait que, tu sais, si tu prends la décision en couple, c'est beaucoup plus facile. Que de la prendre pour l'autre. Bien, c'est ça. Puis même principe, je pense, pour les enfants. Pour les enfants. Mais comme là, dans la situation où tu te sens coupable d'avoir une décision à prendre, mais tu sais que ça serait pour leur santé puis leur bien-être. Mais tu te sens quand même coupable parce que c'est pas ça nécessairement qu'ils veulent, mais non. C'est pas leur environnement qui est le plus propice à conserver leur état de santé non plus. Exact. Puis nous, en étant Italiens, ben les traditions italiennes, tu gardes tes parents. Puis moi, c'est pas une chose qui me dérange, mais je suis pas à la retraite. Alors, j'ai quand même un emploi qui me demande beaucoup. Et je suis pas proche de prendre ma retraite non plus. Non, c'est ça. Alors, ça me laisse un peu... tu sais, j'en ai parlé un peu avec mon frère, mais mon frère, il est un homme, je trouve que c'est un peu différent, sans vouloir insulter personne. Mais vous êtes plus capable de faire un cut-off. L'aspect rationnel, là. Oui. Mm-hmm. C'est ça que je vis avec mon frère. Tu sais, mon frère est plus rationnel. C'est ça, that's it. Mais moi, j'ai comme un peu de la misère dans tout ça. Salut, j'espère que tu as aimé la première partie de ce podcast avec Anna et Louis. Je t'invite à nous retrouver le 4 octobre pour la deuxième partie de ce podcast. Sur ce, je te retiens pas plus longtemps, je te laisse retourner à ta vie et je te dis bonne journée et à bientôt.